Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 pour cette édition spéciale. Notez-le, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui a vu le jour en 1981 est un instrument juridique prenant en compte les droits humains en Afrique à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme ratifiée, pour rappel, en décembre 1948. Cette convention en affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Plusieurs conventions internationales des Nations Unies ainsi que des institutions spécialisées ont été conclues en vue de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme. Mais il a été constaté qu'en dépit de ces instruments, les femmes continuent de faire l'objet d'importantes discriminations, ce qui constitue une violation flagrante des principes de l'égalité et du respect de la dignité humaine, entravant ainsi la participation de ces femmes dans les mêmes conditions que les hommes sur le plan politique, social, économique et même culturel. C'est pour participer justement à la réduction considérable de ces inégalités que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, du nom de la première dame du Gabon, a rédigé, après enquête, une stratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités femmes-hommes au Gabon, qui a été remise, la stratégie donc, au chef de l'État ce 30 septembre. Quel va être son apport en ce qui concerne les droits des femmes et des hommes? Erline Antonella Ndembe Damas, ministre de la Justice du Gabon. Madame le ministre, bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci, madame, de me recevoir sur ce plateau. Pour appliquer le principe d'égalité femmes-hommes, Madame le ministre de la Justice, il faut d'abord pouvoir mesurer les écarts entre les deux sexes. La stratégie qui a été remise au chef de l'État ce 30 septembre a-t-elle permis d'identifier ces inégalités, les secteurs dans lesquels elles interviennent? La stratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités femmes-hommes est née d'un diagnostic. Donc, il faut d'abord contextualiser le cadre dans lequel tout ceci est né. Il faut savoir donc qu'un diagnostic a été posé par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et les équipes qui ont travaillé autour de cette fondation. Plusieurs personnalités ont participé à l'élaboration de cette stratégie. Les lois ont été passées en revue et on s'est rendu compte qu'un grand nombre de discriminations existaient dans les textes et en fait et dans la vie de tous les jours. Cette stratégie a catégorisé en fait les domaines dans lesquels la femme subissait des discriminations, dans le cadre des violences faites aux femmes, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la politique, dans le domaine du droit de la famille également. Les 33 mesures ressortent justement de cette catégorisation d'éléments entrant en jeu. Le ministère de la Justice intervient dans 5 d'entre eux pour fixer le cadre légal. Donc, il a été convenu qu'une loi spécifique pour les violences faites aux femmes soit élaborée. Pourquoi? Parce que le Code pénal, présentement, ne disposait pas de tous les éléments pour permettre de visualiser toutes les violences. Donc, on a répertorié l'ensemble des violences que subissaient les femmes, que ce soit les violences physiques, que ce soit les violences morales, le harcèlement, toutes sortes de violences. Elles ont été définies. Des mesures de prévention vont être mises en œuvre et des mesures de sanction. Dans le domaine de la santé, il a été préconisé une ouverture plus large à l'avortement en incluant la notion d'état de détresse. Ça veut dire quoi en d'autres termes? État de détresse, ça veut dire une femme a été violée. En réalité, donc, on sort du domaine thérapeutique de l'interruption volontaire de grossesse. L'état de détresse, on va comprendre qu'elle ne veuille pas garder cet enfant. Dans le domaine du droit de la famille, plusieurs points ont été abordés dans cette stratégie, notamment l'autorisation de divorce par consentement mutuel. Ça va permettre justement de désengorger les rôles. Les rôles, ça veut dire les attentes pour les procédures de divorce. Ce sera plus rapide puisque ce sera consentement mutuel. Il a été décidé d'augmenter la quotité du conjoint survivant. C'est-à-dire que le conjoint survivant, aujourd'hui, a un quart de l'héritage. On va l'augmenter. Oui, vous parliez à l'instant du conjoint survivant. La quotité, c'est ce que vous avez dit, sera augmentée. Elle sera augmentée au vu de quoi? Ça part de quoi? Pourquoi une augmentation? En réalité, ça part des violences que les femmes subissent au décès de leur conjoint.
on a pu constater, et ça c'est un fait courant, que les femmes étaient spoliées. Donc légalement, on fera en sorte que leur part dans l'héritage soit plus importante. Parce qu'on s'est bien rendu compte qu'en réalité, tout ce qui se faisait avant, lorsqu'une femme perdait son mari, la famille était autour, donc participait à l'éducation des enfants, à la scolarisation. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et donc, il serait bien, pour rééquilibrer un peu les droits, d'augmenter la part du conjoint survivant, parce que c'est cette femme ou cet homme, parce que là, on a parlé de conjoint survivant. Donc, vous voyez bien que cette politique d'inégalité ne va pas bénéficier simplement aux femmes, parce que le conjoint survivant, c'est un homme. Ça peut être un homme. C'est une femme. Tout à fait. Donc, et c'est très bien. On a peut-être un pourcentage de cette augmentation? Pas encore? Pas encore, parce qu'en réalité, ce sont des projets de loi. D'accord. Donc, nous n'avons pas encore légiféré, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore force de loi. Donc, nous parlons de la projection que nous voulons faire, donc de ce que préconise la stratégie. D'accord. Madame le ministre, nous sommes avec vous et l'on sait que selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les hommes naissent égaux devant la loi. Je l'ai rappelé dans mon propos liminaire. Peut-on parler des droits de l'homme et des droits de la femme? Varient-ils véritablement en fonction du sexe? En réalité, il n'y a pas de droit de l'homme ni de droit de la femme. C'est simplement que dans les textes présentement en vigueur, des discriminations ont été notées. On va par exemple voir que dans le Code civil, le mari peut interdire à la femme de travailler. Dans le Code du travail, on va voir que la femme ne peut pas effectuer certains travaux de nuit. En réalité, on veut laisser à la femme la latitude de faire le travail qu'elle veut, si elle se sent capable de le faire, qu'il n'y ait pas de barrière qu'on ne l'empêche pas de travailler, en fait. Donc c'est ce que la stratégie préconise. Très bien. Une réduction des inégalités. Même si manifestement il y a une inégalité, on va dire d'un point de vue physique, mais il n'en demeure pas moins que la femme a les mêmes capacités que l'homme. On est d'accord. Donc la femme va dans les mêmes écoles que l'homme, donc elle a droit d'avoir accès aux mêmes fonctions. Sauf que dans la réalité des faits, Madame le ministre, nous sommes dans une société de droit coutumier, vous le savez, donc nous ne pouvons pas outrepasser également la partie pesanteur socio-culturelle. Comment cette stratégie va épouser le culturel pour parvenir justement à ce juste milieu? Alors vous savez, ce qui est bien dans cette stratégie, c'est que tous ces points, les points bloquants ont été évoqués. C'est pourquoi il y a une mise en œuvre de la stratégie dans le temps. 3 ans. 3 ans. Bon, s'agissant de la loi, les lois doivent être votées et promulguées au plus tard au premier trimestre de 2021. Donc, s'agissant du domaine de la loi, c'est ça. Mais il faut savoir que la mise en œuvre de cette stratégie va se faire progressivement. Très bien. Donc, il faut pouvoir faire rentrer dans les mentalités de nos compatriotes, nos mentalités, parce que de nous tous, nous sommes concernés. De nos mentalités, tous ces changements. Mais ces changements sont dus à quoi en réalité? À l'évolution de la vie, tout simplement. Tout à fait. À l'évolution des mœurs. Vous allez voir, avant, les familles vivaient dans un village. Les enfants étaient éduqués par le grand-père, par le père. L'oncle. Ce n'est plus le cas. C'est plutôt des monofamilles, des familles même uniparentales. Tout à fait. Donc il est temps de faire évoluer les lois dans ce sens également. Est-ce que cette stratégie a tenu compte des points de vue de ceux qui vivent dans l'arrière-pays où véritablement les pesanteurs socioculturelles sont visibles et en force de loi, comme on dit? Toutes les couches sociales de la société ont été interrogées. D'accord. Que ce soit les politiques, les parlementaires, la société civile, les associations, les corps de métier, tout le monde, les policiers, les gendarmes, enfin tout le monde. Et dans cette stratégie, justement, les points bloquants sont mentionnés en disant nous, on préconise ça, mais on peut, certaines difficultés pourront survenir. Donc tout ça, c'est mentionné, on en a conscience, mais il revient à nous tous, en fait, de mesurer le bien fondé de toutes ces mesures. Parce que donner des droits
à des personnes n'est pas mauvais en soi. Il faut qu'on le comprenne. Ce n'est pas une opposition entre la coutume et la loi, parce que de toute façon... Ou la modernité. Ou la modernité, c'est simplement tenir compte de ce qu'on constate dans la société, tout simplement. On est d'accord. Madame le ministre de la Justice, vous êtes la voix de la loi, du droit. Dites-nous, que dit la loi? Qu'est-ce qu'il explique aujourd'hui? Pourquoi toutes ces violences sont toujours visibles et pourtant il y en a qui sont punis, il y a sensibilisation de la part des associations. Qu'est-ce qu'il explique encore? C'est pourquoi il faut formaliser tout ça. D'accord. C'est pourquoi il faut une loi spécifique sur les violences. Donc, elles ne sont pas du même ordre, comment on fait? Mais justement, donc, il y aura une loi spécialement pour les violences faites aux femmes. Donc tous ces éléments vont être pris en compte. Très bien. Donc dans justement la stratégie, c'est ce que la stratégie propose. D'accord. Donc une loi sur les violences physiques, sur les violences morales, sur les violences économiques, qui va définir toutes ces violences spécifiquement. Il y aura des séminaires de formation pour les acteurs qui devront juger justement les personnes et surtout détecter ces formes de violence. Parce que quelqu'un peut avoir été l'objet d'une violence morale. Il va vous dire mon patron me harcèle. Oui, mais pourquoi? Non, il m'a touché la cuisse. Ben, c'est une violence. Parce que la personne n'était pas consentante, elle ne voulait pas et il faut que ça s'arrête. Très bien. Donc les professionnels qui auront à traiter de ces sujets doivent être formés justement à détecter toutes ces formes de violence. D'accord. Et les femmes sont invitées à briser la glace également. Mais il faut savoir simplement que des cliniques juridiques, on va dire ça comme ça, et c'est le terme qui est employé dans la stratégie, pour l'accompagnement de ces femmes. C'est-à-dire qu'un numéro vert va être mis en place, ou si les femmes ont le courage d'arriver dans un commissariat, elle aura toute une structure qui va l'accompagner d'un point de vue santé, si elle a été l'objet de violences sexuelles, par exemple. Donc, il y aura un accompagnement au niveau de la santé, un accompagnement psychologique, un accompagnement social et un accompagnement d'un point de vue juridique. D'accord. Et cela concerne toutes les femmes du Gabon. Toutes les femmes. De Libreville à l'Epaka, en passant par Ngomon, Tchatanga, Port-Gentil. Elles nous concernent toutes. D'accord. Ces cliniques, en quoi elles consistent véritablement, ces cliniques? Un accompagnement. D'accord. L'accompagnement psychologique dont vous venez de parler. Voilà. C'est-à-dire que pour que les procédures puissent être menées à terme, que la femme n'abandonne pas en cours de route en se disant « je n'ai pas assez de soutien, je ne sais pas où me diriger, je ne sais pas vers quel médecin, je ne veux pas qu'on me juge en même temps » parce qu'on a ce problème présentement, des femmes qui ont peur de franchir le pas parce qu'elles ne sont pas accompagnées. Sauf que cet accompagnement, Madame le ministre, et vous me donnez la possibilité d'en parler, généralement lorsque une femme va au commissariat se plaindre, le policier lui dit « Madame, allez remettre la convocation à votre bourreau ». Est-ce que là aussi, la réforme a pensé à un mécanisme qui ne permet plus à la femme martyrisée déjà par cet individu d'aller à sa rencontre où quelque chose peut encore se produire, Madame? Alors, il est prévu une prise en charge en réalité totale de la femme. Très bien. C'est-à-dire que si à un moment donné, elle doit quitter son foyer, elle le quittera, elle sera accompagnée. Mais parce que nous sommes dans une loi pour protéger les femmes. Très bien. Il faut qu'elles le comprennent, c'est-à-dire qu'elles ne seront plus livrées elles-mêmes. Il y a tout un processus d'accompagnement. D'accord. Et dans le cas de figure où la plainte est enclenchée, je vais le dire comme ça, elle est déposée, l'affaire est au tribunal, et puis il y a un revirement de situation de la part de la victime qui dit non, c'est le père de mes enfants, je ne veux pas qu'il aille en prison. Qu'est-ce que fait la loi à ce moment-là? Alors, c'est exactement... La stratégie a pensé à tout ça. Très bien. Vous savez, ce genre de personnes, des fois, ont affaire à des manipulateurs. Donc, elles sont fragiles psychologiquement. À un moment donné, au lieu d'être victimes, elles vont penser que ce sont elles, en fait, qui sont en tort. Donc, si le mari les a battues, c'est de leur faute. Donc, c'est pourquoi il y a un accompagnement psychologique. C'est pourquoi il y a un délai. Il sera prévu des délais pour que cette femme soit retirée de son milieu familial, qu'elle soit entourée, qu'elle soit réconfortée, qu'elle soit rassurée et qu'elle soit stabilisée. Même si elle doit partir avec ses enfants, elle partira avec ses enfants pour être... Mais cette manipulation psychologique, en fait, sera encadrée justement pour ne pas que
les mêmes travers se reproduisent. D'accord. Et il y a donc des centres à cet effet qui sont créés? Il y aura des centres, D'accord. justement. Puisqu'il y a 3 ans, la période Exactement. court sur 3 ans. Je rappelle que la stratégie remise au chef de l'État aura une phase pilote, puis une phase d'élargissement de 3 ans qui vont précéder donc le déploiement de toutes les mesures que vous annoncez. Exactement. Vous êtes ministre de la Justice, qui dit justice, nous fait penser tout de suite aux femmes incarcérées. Oui, c'est important. Elles sont incarcérées, les délais de détention préventive sont souvent importants. Qu'en est-il réellement de la dignité ou du respect du droit de ces femmes et de ces hommes incarcérés à ce jour? Alors, il faut savoir que s'agissant des délais de détention préventive, un travail est fait par l'inspection des services judiciaires, par les chambres d'accusation, justement pour vérifier ces délais de détention préventive. L'incarcération, c'est une mesure privative de liberté. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle bénéficie toujours de ses droits. Les lois que nous allons édicter concernent aussi ces femmes. Ça veut dire que si elle perd son mari, par exemple? Si elle perd son mari, elle est en prison pour vol, par exemple, elle perd son mari entre-temps, mais elle bénéficie justement de ces lois-là. Très bien. Donc, elles peuvent sortir, aller convoquer le conseil. Alors, des mécanismes seront mis en place pour tout ça. Sortir, c'est pas évident parce que elle fait l'objet de mesures de privation de liberté, mais s'il faille qu'elle aille au tribunal, justement pour le conseil, etc., mais elle ira. On la fera sortir pour y aller. Il y a même des mesures où il arrive, si elle perd son mari, on peut l'accompagner. Donc il y a quand même de l'humanisme, malgré le fait qu'elle soit en détention. D'accord. Ces mesures sont prises, Madame le ministre, pour aider les femmes. Oui, on est d'accord. Mais lorsqu'elles sortent de cette période de privation, quel accompagnement spécifique? On parle de réinsertion dans la société. Quand on sait qu'il y en a qui passent une vingtaine d'années, une dizaine d'années, et qu'au sortir de cela, elles n'ont plus rien, y a-t-il des mécanismes mis en place ou envisagés justement pour la réinsertion de ces femmes? Alors, nous avons commencé à mettre en place des mécanismes de réinsertion parce qu'on s'est rendu compte que le taux de récidive était très important. Souvent, les personnes qui vont en détention et qui font de longues peines sont abandonnées par leur famille. Et puis, c'est humain. Il faut se dire, il y a beaucoup de familles qui craignent que ces personnes reviennent à la maison. Donc, des mécanismes sont en train d'être mis en place de réinsertion pour pouvoir les préparer à la sortie de prison. Donc, présentement, tous les ateliers qui existaient à la prison centrale sont en train d'être réfectionnés. D'accord. Donc, pour pouvoir commencer justement, pour planifier la réinsertion des détenus, notamment l'atelier de mécanique. Il y a une taillerie qui est mise en place. Il y a une briqueterie. D'accord. Menuiserie. Et c'est valable pour tout le monde? Qu'est-ce qui est prévu? On a un projet Graines qui est là, qui a besoin d'une main-d'œuvre. Pourquoi ne pas utiliser ces jeunes justement pour les former et pour qu'ils puissent se prendre en charge au sortir justement de cette incarcération? Alors, la première chose que nous avons préconisée, c'est un encadrement psychologique d'abord. D'accord. Parce qu'il faut. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a plusieurs jeunes qui ont passé le bac. Très bien, avec une bonne... un bon taux de réussite. Ce n'était pas la première fois, mais c'est la première fois qu'un centre de baccalauréat est créé au sein de la prison centrale. Généralement, ils sortaient de la prison pour aller passer le bac dans un autre centre, mais là, il y a un centre. Donc, il faut une prise en charge psychologique de ces enfants-là, leur montrer qu'ils ont commis une erreur, mais la vie est encore devant eux parce qu'ils sont jeunes. Donc, il y a cette prise en charge psychologique. Il y a déjà des assistants sociaux il n'y en a pas beaucoup, donc des formations doivent être envisagées pour qu'il y en ait en grand nombre, pour justement orienter un peu, voir, parce que chacun en nous, nous avons des dons, des talents, des capacités, pour orienter un peu chacun dans un domaine où il peut s'épanouir. Comme la stratégie, en fait, l'a démontré, il faut d'abord un diagnostic
du problème. Qui a pour été voir, déjà fait, établi. voilà, maintenant trouver les solutions et les mesures pour arriver à la solution. D'accord. Donc, Parlant d'incarcération, on parle de la prison. On nous a annoncé il y a plusieurs années déjà la construction d'une nouvelle prison. Elle était construite, l'actuelle prison centrale de Libreville, pour ne citer que celle-là, pour ne parler que d'elle, était construite pour un nombre précis de personnes. On l'a largement dépassé. Qu'en est-il de la construction d'une prochaine prison qui pourra intégrer tous ces centres de façon spécifique? alors, c'est une priorité du gouvernement, la question de la détention, des conditions de détention. Donc, un travail est fait dans ce sens pour savoir comment financer justement cette nouvelle prison. Mais c'est vraiment une priorité. Et en l'état actuel, nous sommes encore dans l'élaboration de stratégies pour pouvoir avoir une nouvelle prison à Libreville. D'accord. Nous vous avons récemment vu, Madame le ministre, aux côtés du chef de l'État dans le cadre de la remise de ce rapport sur les droits des femmes. Qu'est-ce que ce rapport apportera concrètement à l'homme et à la femme gabonaise en matière de droits? Comme nous l'avons déjà largement évoqué durant cet entretien, notamment avec les questions relatives aux droits des femmes, si les recommandations de ces stratégies sont prises en compte et appliquées comme nous le souhaitons, il s'agira là d'un progrès considérable en ce qui concerne les droits des femmes grâce aux mesures de protection opportunes qui y sont contenues. D'accord, c'est très bien tout cela. Mais au moment où nous traversons la décennie de la femme, pensez-vous que les droits de la femme gabonaise, pour ne parler que d'elle, puisqu'on parle d'égalité, l'homme a déjà des droits qui sont connus. Est-ce que vous pensez que les droits de la femme gabonaise ont réellement évolué au Gabon depuis le plaidoyer de Madame Sylvia Bongo Ondimba, première dame du Gabon, de la société civile, des associations, du leadership même du Gabon, avec cette reconnaissance internationale de la journée de la veuve et de l'orphelin sur le plan national et international? Aujourd'hui, est-ce que les droits des femmes ont véritablement évolué, Madame le ministre? Ce qui est certain, c'est qu'avec l'adoption de cette stratégie, on est sur la bonne voie. Il faut 3 ans pendant que l'on attend, pendant que l'on réfléchit, pendant qu'on met en place. La phase pilote est en train d'être observée. Qu'est-ce qui se passe 3 ans durant? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le cadre légal à mettre d'abord en place. Parce qu'on ne peut pas préconiser des mesures si on n'a pas circonscrit d'abord le cadre légal. Qu'est-ce qu'on fait? Étant donné que l'appropriation d'abord, donc la mise en œuvre du cadre légal, l'appropriation déjà peut changer un certain nombre de choses. C'est-à-dire que les gens, pas les gens, nos compatriotes, et nous-mêmes d'ailleurs, prenons conscience, c'est-à-dire que intégrant cette stratégie, nos comportements peuvent de facto changer plus rapidement qu'on ne peut le penser. D'accord. Donc, la période de 3 ans ne sera pas une période vide ou creuse, ce sera une période pour repenser les choses. Tout à fait. Parce qu'il y a l'existant. Il y a l'existant, il y a les pas un mentalités. cadre, un vide juridique. Il y a l'existant, mais comme on disait, il y a l'existant qui fonctionne tant bien que mal, mais on renforce l'existant. Donc, on ne part pas de rien. Très bien. C'est-à-dire que si une femme est victime de violence aujourd'hui, elle sait où aller. Tout à fait. Mais nous avons renforcé les mesures de protection. En fait, c'est un renforcement de ces mesures dont l'objectif, c'est essayer d'éradiquer un peu tout ça, éradiquer ça. Mais arriver au bout de ces procédures, faire changer les mentalités, que les gens se disent maintenant, la loi nous dit c'est comme ça, il faut qu'on change nos comportements. D'accord. Votre mot de la fin, nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Droits des femmes, droits des hommes. Il est difficile d'avoir un mot de la fin, tellement cette stratégie, en réalité, va changer beaucoup de choses pour les femmes. C'est une avancée considérable. Et je tiens à remercier le président de la République et la première dame pour leur engagement, pour la promotion de la femme, pour la protection de la femme, pour la place qu'ils veulent accorder à la femme dans cette société qui, en réalité, la femme est le pilier d'une société. Ce n'est pas en contradiction avec l'homme. Ils sont complémentaires. Mais il faut simplement que la femme puisse s'épanouir, puisse montrer ses pleines capacités dans un État. Et tout cela va concourir au progrès, en général, de la nation. Il faut que tous les Gabonais, que nous approprions cette stratégie. Parce que cette stratégie va changer beaucoup de choses dans notre société.
Il ne faut pas d'a priori, il ne faut pas que les gens tout de suite se disent la femme sera maintenant l'égale des hommes, que ça change le comportement des femmes. Ça ne veut pas dire, cette stratégie, ça ne veut pas dire que c'est l'homme maintenant qui doit balayer la maison, qui doit cuisiner. Ça n'a rien à voir. Très bien. C'est simplement renforcer les capacités de la femme pour qu'elle soit un meilleur compagnon pour l'homme. Très bien. Et qu'elle puisse participer à l'essor du pays. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est ce que nous a rappelé Madame le ministre en charge de la justice, garde des Sceaux, chargée des droits de l'homme, Erline Antonella Ndembe Damas, qui était l'invitée de cette édition spéciale. Madame le ministre, merci, vous avez parlé avec le cœur et j'espère, vous, mesdames, que vous avez reçu le message avec le cœur. Il est temps de renforcer vos droits et cela passe par l'acceptation de tous les mécanismes qui sont mis en place pour vous protéger. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis. Les programmes de Gabon 24, eux, se poursuivent.